Dans cette vidéo, nous allons parler de la naissance d'Israël et des conflits au Proche-Orient. Elle s'intègre donc dans les deux premiers chapitres du deuxième thème d'histoire, la multiplication des acteurs internationaux dans un monde bipolaire, de 1945 au début des années 1970. Tout d'abord, présentons rapidement Israël. On peut voir sur cette carte où elle se situe, ici le Proche-Orient. Voici Israël avec la Palestine. Si l'on prend ici Israël, on voit sa taille reportée sur la France ainsi que les territoires palestiniens. Voyons d'abord la situation avant la Seconde Guerre mondiale. Au XIXe siècle, les idées nationalistes se développent et avec elles l'antisémitisme. Les discriminations et les violences poussent ainsi des Juifs européens à rêver d'un État juif. Les premières colonies sont créées dès les années 1880. Ces implantations suscitent quelques résistances, mais le faible nombre encore de colons juifs et le fait que les colons emploient des ouvriers agricoles arabes favorisent une cohabitation plutôt pacifique. Les persécutions qui s'accentuent au début du XXe siècle accélèrent la migration de Juifs vers la Palestine. On les qualifie de sionistes, c'est-à-dire qu'ils veulent créer en Palestine une société juive indépendante, un État. Les tensions entre les colons juifs et les Palestiniens arabes se font plus fortes et chacun cherche des appuis internationaux. Pendant la Première Guerre mondiale, des négociations s'ouvrent secrètement entre les Français et les Britanniques qui souhaitent profiter de la fin de la domination ottomane pour étendre leur influence au Moyen-Orient. Un accord est trouvé entre Georges-Picot et Sykes en 1916. Il crée une zone bleue qui serait administrée et contrôlée directement par la France et une zone rouge pour l'équivalent britannique. S'ajoute une zone brune à internationaliser, la Palestine, ainsi que des zones arabes indépendantes mais sous influence européenne. Sykes cependant se range finalement au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce qui l'amène à discuter avec les sionistes puisqu'il porte un projet d'État-nation. Lord Balfour, ministre des Affaires étrangères britannique, propose en 1917 la création d'un foyer national juif. Cependant, les Britanniques font des promesses contradictoires car ils donnent en même temps des garanties à des dirigeants arabes. Pendant l'entre-deux-guerres, le Moyen-Orient est administré selon la politique des mandats. Ce sont des sortes de colonies temporaires données aux Britanniques et aux Français par la Société des Nations dans le but de les préparer à l'indépendance. La Palestine, vous le voyez, passe alors sous administration britannique. Alors voyons maintenant le cœur de notre sujet, la création d'Israël et la première guerre israélo-arabe. Voyons d'abord l'équilibre des forces dans la région. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'influence européenne tend à se réduire alors que montent deux nouvelles puissances, les États-Unis et l'URSS. Dans la région, en 1944, les pays arabes se réunissent en Égypte pour discuter de la création d'une Ligue arabe qui doit être une union d'États indépendants, comme l'Irak, la Syrie, l'Égypte, etc., capable de s'affirmer dans le jeu des puissances mondiales. Cependant, les tensions sont vives entre les différents projets antagonistes et les Britanniques, toujours puissance mandataire, se déchargent du dossier en le transmettant à l'ONU en 1947. Après enquête, celle-ci aboutit à l'idée d'un partage en trois. Jérusalem sous tutelle internationale, un État arabe ici en orange et un État juif ici en bleu. Ce plan de partage est difficilement adopté à l'ONU et est vécu comme une trahison par les États arabes. Le 14 mai 1948, Ben Gourion proclame l'indépendance à Tel Aviv sans préciser les limites territoriales de ce nouvel État d'Israël. Dès le lendemain, l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, l'Irak et le Liban attaquent avec le soutien de l'opinion publique arabe. Israël est alors soutenu militairement par l'URSS en tant qu'État socialiste, une alliance qui changera par la suite. Les discussions de paix entérinent des faits accomplis sur le terrain, donnant à l'État hébreu un territoire homogène et plus grand que celui du plan de partage. Jérusalem se trouve coupée en deux. Les Palestiniens perdent alors la possibilité d'avoir un État arabe indépendant, car les institutions qui auraient dû être mises en place pendant la période mandataire ne l'ont pas été, et la société arabe de Palestine est divisée. Ce qui reste de la Palestine est partagé entre la bande de Gaza, administrée par l'Égypte, et les terres annexées par le royaume de Jordanie. De nombreuses questions ne sont pas réglées et le retour de Ben Gourion au pouvoir, montrant que l'opinion israélienne penche vers la volonté d'acquérir de nouvelles terres, dégrade encore les relations entre l'État hébreu et les États arabes. Cette première guerre israélo-arabe entraîne des déplacements de population importants que nous allons présenter rapidement car ils ont des conséquences lourdes pour la suite.
Pendant ce premier conflit, des massacres ont lieu et certains villages sont détruits comme Deir Yassin. Il entraîne un départ massif de population vers les pays voisins ou ailleurs en Palestine pour échapper aux exactions israéliennes, ce que les Palestiniens appellent la Nakba, la catastrophe. L'ONU décide donc de créer l'UNRWA, qui prend en charge les besoins quotidiens des réfugiés palestiniens encore aujourd'hui. Le statut de réfugié se transmet ensuite de génération en génération. Une résolution de l'ONU affirme le droit au retour et à la compensation pour les réfugiés palestiniens dès 1948, mais il n'est pas appliqué par Israël. Dans les pays arabes, le sentiment national est exacerbé par cette première guerre israélo-arabe. Ainsi, les communautés juives, pourtant très nombreuses et intégrées dans les sociétés arabes, sont accusées de collusion avec l'ennemi. Pour fuir ces persécutions, bien plus que par conviction idéologique, de nombreux juifs migrent vers Israël. 100 000 personnes, par exemple, quittent l'Irak. La population d'Israël connaît ainsi un fort taux de croissance, car ces migrations internes au Moyen-Orient s'ajoutent à celles venues d'Europe, plus 20% par an. Les guerres suivantes entraînent de nouvelles vagues de réfugiés. Voyons maintenant une crise qui a eu lieu en Égypte, mais qui est symptomatique du basculement des rapports de force à l'échelle de la planète, c'est-à-dire la crise du canal de Suez et ses conséquences. Quand le président égyptien Nasser nationalise le canal de Suez, les Français et les Britanniques souhaitent en reprendre le contrôle. Ils ne déclarent cependant pas la guerre, préférant se rapprocher secrètement des Israéliens. Il est convenu que ces derniers attaqueront l'Égypte dans leur volonté d'expansion et que la France et la Grande-Bretagne saisiront ce prétexte pour intervenir au nom du maintien de la paix. Si la France et la Grande-Bretagne sont sommées de cesser cette intervention militaire par l'URSS et les États-Unis, la position d'Israël s'est quant à elle consolidée sur le Sinaï pendant ce conflit. Cette crise est révélatrice de la perte d'influence de l'Europe au profit des nouvelles superpuissances que sont les États-Unis et l'URSS en ce début de guerre froide, puisqu'elles interviennent pour régler le conflit, pour une fois toutes les deux dans le même camp, en soutien à l'Égypte. D'autres guerres s'ensuivent et c'est le cas de la guerre des 6 jours en 1967. Revenons d'abord 3 ans en arrière. En 1964, l'Organisation de libération de la Palestine est créée sur proposition de Nasser, le président égyptien, car il espère ainsi étendre son influence. Il entend en effet profiter de ce qu'à cette époque s'affirme en Palestine une nouvelle génération qui veut s'engager dans le combat contre Israël. Parmi eux, Yasser Arafat, qui crée une organisation qui devient le Fatah en 1959, dont la branche armée mène des opérations de sabotage en Israël. La situation est ainsi très tendue en 1967, et on voit une escalade des tensions jusqu'à ce qu'Israël et l'Égypte, qui entraînent avec elle la Jordanie, l'Irak et la Syrie, décrètent la mobilisation générale. Nasser prévoyait d'encaisser les premières attaques israéliennes pour mieux contre-attaquer, mais il est surpris par la cadence des vagues de bombardiers et c'est une grande défaite pour l'Égypte. Israël se tourne ensuite vers la Jordanie, la Syrie et l'Irak. Les conquêtes sont importantes. Israël prend toute la bande de Gaza, le Sinaï, la vieille ville de Jérusalem, le Golan, soit une augmentation par 4 du territoire contrôlé. L'annexion de Jérusalem-Est n'est pas reconnue par l'ONU, mais Israël mène une politique de colonisation officielle de ces nouveaux territoires. Cette guerre est vécue comme une profonde humiliation du côté arabe et accentue les divisions. Pour les États arabes, la priorité est désormais de récupérer les territoires perdus, alors que la résistance palestinienne, elle, demande la libération des territoires occupés. Ils accueillent donc bien différemment la résolution 242 de l'ONU. D'une part, elle appelle au retrait des forces armées sur les territoires occupés, ce qui satisfait la Jordanie et le Liban. D'autre part, elle réduit les Palestiniens à une question de réfugiés, sans évoquer la possibilité d'un État palestinien. Les mouvements palestiniens se développent alors dans les territoires occupés et surtout dans les camps de réfugiés. Ces mouvements intègrent l'OLP en 1968. Yasser Arafat est élu à sa tête. Une stratégie de guerre populaire s'impose alors dans un cycle d'opérations commando représailles. Elle s'accompagne du développement d'un terrorisme palestinien international. Ces désaccords amènent des tensions entre les leaders palestiniens et certains pays arabes, notamment en Jordanie où ce conflit fait de nombreux morts en 1970, dont les civils qui ont péri dans les bombardements des camps de réfugiés par l'État jordanien. Les combattants palestiniens se réfugient au Liban où se trouvaient déjà quelques bases. Ainsi, fin 1970, un quart de la population du Liban est palestinienne. Les années 70 voient la fin des dernières grandes guerres israélo-arabes. Voyons par exemple la guerre du Kippour en 1973. Israël est alors surprise par l'attaque de l'Égypte et de la Syrie mais reprend l'avantage. Les alliés internationaux des deux camps se mobilisent pour faire cesser le conflit.
L'OPEP, d'abord, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, arabes pour l'essentiel, décide de réduire sa production de pétrole, faisant monter les prix tant qu'Israël n'aura pas évacué les territoires occupés depuis 1967, puis décrète l'embargo sur la livraison de pétrole aux amis d'Israël, comme les États-Unis. Cette décision provoque une panique en Occident qui multiplie par 3 le prix du baril. Une résolution est également rédigée par l'URSS et les États-Unis, soumise au Conseil de sécurité de l'ONU, pour préparer des négociations, mais c'est un échec. La pression internationale fait finalement cesser le conflit. Les États-Unis organisent une conférence avec Israël, l'Égypte, la Jordanie et l'URSS, sans chercher à tout régler mais en prenant les problèmes un à un. C'est la politique des petits pas préconisée par le secrétaire d'État états-unien Kissinger. On voit donc que les États-Unis se posent en arbitre dans ces conflits. Ces défaites successives amènent les États arabes à rechercher la paix avec Israël, comme la Jordanie, puis l'Égypte en 1978. On passe donc à la fin des années 70 des conflits israélo-arabes à un conflit qui oppose les Palestiniens seuls, malgré des soutiens indirects, à Israël.